Chapitre 18. Myrtle, ma fille, si tu écoutes ce message, c'est que les choses ont mal tourné pour moi. Il était exactement tel qu'en son souvenir, la dernière fois qu'elle l'avait vu, juste avant que le démon ne le... Cette vision, alors que la créature invisible saisissait la tête de son père, tirait et tirait jusqu'à ce que... la submergea. Elle suffoqua avant de reprendre son souffle et de ralentir les battements de son cœur. Un instant, elle s'était retrouvée ce soir-là, dans les flammes de sa maison, au milieu des cadavres de tous ceux qu'elle aimait, à la merci de cette créature infernale qui allait fondre sur elle. Ce fut la voix de son père qui la ramena peu à peu au présent, cette voix calme, apaisante, qu'elle n'avait plus entendue depuis si longtemps, mais qui résonnait encore parfois dans ses rêves. Myrtle, Cette façon qu'il avait de prononcer son nom à nul autre pareil lui fit monter les larmes aux yeux. si tu regardes cette fluoroscopie, c'est que cette histoire a eu pour moi une conclusion un peu abrupte. Un peu abrupte. Elle retrouvait bien là l'humour très anglais de son père. Oui, papa, songea-t-elle, on peut dire que c'était un peu abrupt. Mais son père continuait. J'ai donné ce cylindre à une personne en qui j'ai toute confiance. Tu l'as déjà rencontré, mais tu ne t'en souviens probablement pas. C'était très fugace. Déjà rencontré Aïda. Si c'était le cas, elle n'en gardait effectivement aucun souvenir. Elle... Et pourtant, maintenant qu'elle y songeait, il y avait eu, quand elle l'avait retrouvée dans le train, cette étrange impression d'une familiarité qu'elle avait un instant ressentie, cette certitude qu'elle avait déjà croisé ce regard. Et maintenant qu'elle forçait sur sa mémoire, qu'elle osait à nouveau fouiller dans son passé, au-delà de cette nuit abominable, il lui semblait bien se rappeler du soir précédant l'incendie. Éveillée par un bruit de conversation, elle s'était levée, s'était approchée du bureau de son père. Il avait surpris avec une jeune femme qu'il serrait dans ses bras. Certes, son père était veuf et il avait parfaitement le droit de retomber amoureux. Mais Myrdat, que rien n'avait alors préparé, en avait été choquée. Et cette jeune femme aurait été Aïda. Maintenant qu'elle s'immergeait plus profondément dans ses souvenirs et qu'elle utilisait cette capacité que Jorg avait développée chez elle, celle de se focaliser sur les moindres détails, certains lui revenaient. En particulier que la jeune femme en question tenait dans sa main un cylindre semblable à celui qui lui restituait à cet instant l'image de son père qui poursuivait. Je ne sais pas combien de temps se sera écoulé avant que tu aies ce message, Myrtle. J'ai demandé à Aïda de ne pas chercher à te le confier avant ta majorité et de ne te le délivrer qu'en main propre. Peut-être que d'ici là, la vérité aura éclaté. Peut-être pas. La vérité? Quelle vérité? De quoi parlait-il? Mais il y avait autre chose qui taraudait Myrdat, c'est que ce cylindre mémoriel avait été enregistré peu de temps avant le soir où le démon s'était déchaîné sur leur demeure et ceux qui s'y trouvaient. Ce qui signifiait que l'attaque de ce démon, contrairement à ce qu'elle avait toujours pensé, n'était pas le fruit du hasard, mais un acte ciblé, délibéré, qui visait son père en particulier. C'était déjà suffisant pour la déstabiliser, mais il y avait plus encore. Cela contredisait totalement ce qu'affirmaient Jorg et l'Église et accréditait ses propres soupçons. Et ce qu'elle avait vu, on pouvait invoquer les démons. Du moins, certaines personnes en étaient capables, dont Aïda. Mais comment? Cela allait à l'encontre de tout ce qu'elle avait appris au chapitre. Et dans ce cas, cela voulait dire qu'on lui avait menti, à elle ainsi qu'à tous les autres. Était-ce Aïda qui avait invoqué le démon qui avait tué son père, Gwenaël et tous les membres de leur maisonnée? Lui avait pris ses jambes, son bras droit et fait d'elle ce qu'elle était? Non, ça ne tenait pas debout. Pourquoi éliminer son père pour ensuite lui remettre ce cylindre à elle? C'était donc quelqu'un d'autre, même si Aïda, c'était évident, savait, elle aussi, et de quelle manière, invoquer les démons. Mais son père poursuivait et Myrdat mit de côté ses interrogations pour écouter. Trop petite pour comprendre là où j'enregistre ce fluorotype, mais je pense que quand ce message te parviendra, tu pourras. Il y eut un silence, le regard de son père se fit songeur, il ajouta. Je me demande quel genre de femme tu seras devenue. Ces paroles serrèrent la gorge de Myrdat et firent monter à ses yeux une nouvelle humidité qu'elle repoussa. Si tu savais, papa. Elle qui, dans son enfance, et encore jusqu'à ce soir-là,
désirait devenir danseuse. Elle était tombée bien loin de sa destination d'origine. Si elle dansait, c'était avec des partenaires redoutables. Devant elle, sur l'écran, l'apparition spectrale reprenait. Tu ne pouvais pas le savoir et je ne voulais pas te parler de tout cela. Tu étais trop petite. Mais je suis employé par le Quorum des oligarques pour gérer et vérifier un certain nombre de choses. Pas un policier, disons plutôt un enquêteur. Cela, effectivement, elle l'ignorait, Peu importe. déclara l'apparition en balayant ses paroles d'un geste. Ce que tu dois savoir, c'est que j'ai été mandaté par le conseil de Néo-London pour venir étudier quelques chiffres néo-lutétiens. Il y a parfois certaines rivalités entre Crystalopol, mais aussi et surtout pour enquêter sur la nouvelle église et en particulier le chapitre des inquisiteurs. Alors que son père prononçait ces mots, Myrdat sentit un long frisson remonter sa colonne vertébrale. Enquêter sur l'Inquisition, Comme tu le sais sûrement à présent, poursuivait le fantôme fluorescent. notre société repose sur trois piliers. Le Quorum des oligarques, qui dirige le Crystalopol, la Transcontinental Railway Corporation, qui gère les transports et le raffinage du Licanium, et enfin l'Église du Renouveau, qui nous protège contre les démons. Effectivement, elle n'apprenait rien de nouveau. Mais tu dois savoir aussi qu'il y a parfois des tiraillements entre les uns et les autres. Nos intérêts sont la plupart du temps convergents, mais parfois, Cela non plus n'était pas une nouveauté. Les rapports entre l'Inquisition et la Crispole en étaient la preuve. Mais déjà, la voix de son père, cette voix qui semblait monter d'outre-tombe, poursuivait. je suis donc venu à Néo-Lutètia. Je me suis installé. Chose imprévue, j'y ai trouvé une femme et j'ai fondé une famille. L'apparition eut un nouveau sourire qui bouleversa Myrdat dans la pénombre de sa cellule que seule éclaboussait la clarté spectrale du fluoroscope. Nous avons connu de merveilleuses années, Myrtle. Jamais je ne regretterais d'avoir épousé ta mère. Si cet électroporteur n'avait pas heurté son taxi, Il se tut un instant, le visage assombri. j'ai toujours soupçonné quelque chose de louche dans cet accident. C'est moi qui aurais dû me trouver à sa place ce jour-là. Je crois maintenant que c'est moi qui étais visé. D'apprendre que sa mère était morte à cause des activités de son père causa un choc à Myrdat. Elle avait toujours cru que c'était le jeu de la fatalité, qu'on n'y pouvait rien. Mais là, entre elle et son père, cela prenait une autre dimension, ainsi que toute son existence, qu'elle avait jusqu'alors attribuée à la malchance ou au destin. Un nouveau sentiment commençait à poindre en elle, encore sans nom, à peine une braise, mais une simple braise peut être les prémices d'un brasier à venir. Indifférent à son trouble, le spectre fluoroscopique de son père continuait. Je piétinais dans mon enquête, jusqu'au jour où quelqu'un s'est présenté, une jeune femme. Aïda, murmura Myrdat. Ce que ne manqua pas de confirmer le fantôme du cylindre mémoriel. Aïda. Aïda et sa sœur, Louise. Louise. Ainsi c'était donc le vrai prénom de la terrible terroriste Antipolis, que poursuivait Marius. Elles étaient toutes deux licaniennes, en fuite. Elles se cachaient dans les bas-fonds de Néo-Lutètia. Comme je fréquentais assez assidûment ces polodores, et déguisée en populaire y posait des questions pour mon enquête, elle m'avait remarqué. Un pauvre sourire étira les lèvres de l'apparition. Elle n'avait pas eu de mal, mon déguisement, je le crois, était assez minable. Il secoua la tête comme s'il repensait à quelque événement comique. J'ai l'air de tout sauf d'un prolétaire, même sous accoutrement. Il était vrai qu'une image de son père avec son léger accent britannique et distingué, tentant de se faire passer pour un ouvrier ou un membre des quartiers interlopes, était assez cocasse. Elles ont pris contact avec moi et m'ont aidé dans mon enquête. Continuait son père qui avait retrouvé son sérieux. Louise était la plus acharnée des deux. Je crois qu'elle avait vécu des choses dures, très dures. Et en voulait énormément à la société des Crystalopol et aux oligarques. Mais Aïda était différente, plus douce, plus rêveuse et douée de ce don. Les yeux de son père s'étaient à nouveau perdus comme s'il contemplait un lointain paradis. Myrdat n'y connaissait pas grand-chose en la matière, mais supposait que c'était là l'expression d'un homme amoureux. Ça ne donnait décidément pas l'air plus intelligent. Mais déjà son père poursuivait, plus neutre, plus préoccupé aussi. Toutes les deux, Myrtle, elles m'ont ouvert les yeux sur un autre monde que nous ne voulons pas voir, qui se trouve pourtant juste à côté de nous, celui des Licaniens et la manière dont on les traite. Son visage métamorphosé arborait soudain une expression sauvage, déterminée. J'ai appris des choses, Myrtle.
des choses qu'on ne peut plus laisser faire au nom de l'humanité. Et plus encore. Sur la feuille réactive, son père parut se pencher vers elle, sa voix baissa comme s'il craignait qu'on l'entende. J'ai appris quelque chose sur l'Église et les démons. Nyardat, quelque chose de si énorme que si le secret s'en ébruitait, cela pourrait renverser tous les pouvoirs dans les cristallopoles, peut-être mettre à bas cette société inique. Son père, un antipolitain, Myrdat était abasourdi. Elle n'arrivait pas à le croire. Et ce secret, de quoi parlait-il? Retenant son souffle, elle attendit la suite et cette révélation. Son père, sur la surface fluorescente, se redressait et annonçait. J'ai tout renseigné dans mes rapports. Dès demain, je vais tout porter à Victor, qui l'amènera au Coran. Et je ferai éclater la vérité. De telles preuves ne pourront m'ignorer. Ils devront diligenter une enquête et... Victor? De qui parlait-il? Elle fouilla sa mémoire et y retrouva un nom, un visage. Victor de Noiretable, un oligarque ami de son père, qui venait souvent leur rendre visite et lui apporter des cadeaux. Elle l'aimait bien. Sur l'image, son père regardait à droite, à gauche, comme s'il craignait d'être surveillé. S'il m'arrivait quoi que ce soit d'ici là, Myrdat, si je disparaissais, sache que tout est dissimulé dans notre maison. Un endroit que tu sais, celui où tu aimais que je cache aussi tes jouets préférés des voleurs. Tu te rappelles? Et tu te rappelles comment l'ouvrir? Il y avait un sourire sur les lèvres de son père quand il prononçait ces mots. Myrdat, elle aussi, ne put en retenir un, en une étrange connivence. Oui, elle savait. Elle se souvenait de la cachette et du moyen de l'ouvrir. Le sourire quitta vite son visage quand son père, toute douceur envolée, acheva, grave à nouveau. Fais confiance à personne, Myrdat. Personne. À part Aïda et Louise, et surtout, méfie-toi de l'Église et du grand inquisiteur Yorg. Myrdat, à l'annonce du nom de celui qui était pour elle un héros, un demi-dieu, se raidit. C'est un fanatique, Martelait son père. un être redoutable, impitoyable, qui n'a plus d'humain qu'une vague apparence. Jamais il ne laissera égratigner l'Église. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour la protéger. Chacun de ces mots plongeait dans l'âme et le cœur de Myrdat comme un coup de poignard, et le spectre fluoroscopé, dans sa lueur verdâtre, enfonçait encore le clou. Myrdat, je suis désolé, mais si j'échoue, ce sera à toi de reprendre le flambeau et de faire éclater la vérité. Tu sais où se trouvent tous les éléments pour la révéler. Maintenant, ce sera à toi de jouer. C'est sur tes épaules que repose l'avenir de cette cité, peut-être de toutes les autres. Son visage arbora une expression navrée. Il tendit une main vers l'écran, doigt écarté comme pour la toucher. Elle eut un instant l'impression qu'il allait passer à travers. Mais non, il achevait déjà. Ma petite fille, j'espère que nous nous reverrons demain dans un monde plus beau, plus libre et plus juste. Un temps, puis d'une voix étranglée. Je t'aime. Myrdat, bouleversée, retint un hoquet, posa ses doigts sur la feuille comme si, à travers elle, elle pouvait encore l'atteindre. Mais il était à nouveau figé, figé dans ce temps qui l'avait dévoré. Alors qu'elle l'observait, perdue, tous ses repères les plus fondamentaux, ce en quoi elle croyait depuis ses 10 ans, anéantis, elle laissa les larmes couler de ses yeux en ruisselets brûlants. Même ainsi, la vue brouillée, elle ne put manquer de remarquer la date et l'heure de l'enregistrement qui s'affichait à présent sur la feuille luminescente. 1er février 1912 à 6h35. Quelques heures à peine avant que le démon n'attaque leur maison et ne transforme son existence à tout jamais, lui prenne son père, Gwenaël, et tous ceux qu'elle connaissait et fasse d'elle moins qu'une femme. Une poupée guerrière semi-automate, tout juste bonne à exorciser les démons. Un objet d'horreur, de crainte et de répulsion. Était-ce vrai, ou bien un mensonge, un montage? Elle aurait presque voulu le croire. Non, ça paraissait impossible. Qui aurait pu connaître le détail de cette cachette? Et si c'était vrai? Au fond d'elle, la braise solitaire s'était transformée en autre chose, de plus grand, plus exigeant, plus dévorant, la colère et la vengeance. Essuyant ses joues d'un brutal coup de manche, elle se redressa, éteignit le fluoroscope. Ses yeux rougis mais déterminés, brûlants d'une flamme ardente, se fixèrent sur la porte de la cellule. Elle savait ce qu'elle devait faire.